C'est une grande première dans les annales de la justice française. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, plus une période de sûreté incompressible. Ça veut dire quoi, incompressible? Ça veut dire qu'il doit subir au minimum 30 ans de réclusion, et ce n'est que lorsque les 30 ans sont purgés, il peut commencer à espérer des aménagements de peine, des permissions, une libération conditionnelle, etc., etc. Bodin a été incarcéré en 2004. Donc c'est à partir de 2034 qu'il pourra commencer à espérer un adoucissement de sa situation carcérale. Il aura à ce moment-là, en 2034, je crois, 87 ans. Pierre Bodin, alias Pierrot le Fou. Braqueur multirécidiviste, il a passé plus de 35 ans enfermé entre prison et hôpitaux psychiatriques. À chaque condamnation, la même question. Est-il accessible à la justice ou est-il fou? Il est envisageable qu'il y ait quelque chose qui nous échappe pour toujours dans la personnalité de cet homme. Après une libération conditionnelle, Pierre Bodin s'est mis à tuer Jeanne-Marie, Julie et Edwige. Des meurtres barbares qui relancent le débat sur la récidive. Tout le monde savait qu'il était dangereux, mais bon, ça gêne personne de le remettre dehors. Mais comment prévoir qu'un homme va un jour se transformer en criminel sexuel? Un pronostic n'est jamais certain. Pour la justice, Pierre Bodin ne sortira jamais de prison. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité incompressible, une première en France. Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de cette affaire et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme. La réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté incompressible de 30 ans. C'est donc le verdict rendu cet après-midi par la cour d'assises du Bas-Rhin. Le multirécidiviste Pierre Bodin, dit Pierrot le Fou, a été reconnu coupable. Tout commence ce vendredi 18 juin 2004 à Rhino. Un petit village à 30 km au sud de Strasbourg. Madame Kegelin appelle ses enfants pour déjeuner, mais aujourd'hui, Jeanne-Marie, 11 ans, ne répond pas. Le fils aîné de la famille Kegelin part immédiatement à la recherche de sa sœur. Il ne tarde pas à retrouver son vélo abandonné près des terrains de tennis voisins. Jeanne-Marie reste introuvable. À 14 h, la famille Kegelin alerte la gendarmerie. Les recherches débutent immédiatement. Un quart d'heure après, nous avons entendu l'hélicoptère. Le colonel nous a tout de suite dit que c'est un âge où on est vulnérable. Alors, pour eux, ils ont tout de suite quand même envisagé le pire. L'après-midi même, une grande battue est organisée. On sonde les canaux. Le secteur où le vélo de la fillette a été retrouvé est minutieusement fouillé, en vain. Aucune trace de la petite Jeanne-Marie. 4 jours plus tard, des enfants d'Artolsheim, un village voisin, racontent aux gendarmes avoir été témoins d'une scène étrange, dans la maison d'une famille de gitans. Mais ils vont voir, par l'interstice de la barrière, le corps d'une petite fille dans le coffre d'une voiture, et des gens s'intéressaient au corps de cette petite fille. Le corps de cette petite fille est bougé, est manipulé. 6 gitans, des vanniers comme on les appelle dans la région, sont immédiatement arrêtés et interrogés. On a affaire à des gens qui sont quand même rustres, si ce n'est pas pour dire frustres, qui sont durs. En garde à vue, Balthazar, le plus jeune d'entre eux,
craque. Balthazar, son frère Georges et son beau-frère Jacques seraient partis avec la voiture en direction de Rhino, où par accident, Georges aurait renversé la petite Jeanne-Marie. Pris de panique, les 3 hommes auraient ensuite ramené le corps chez eux. Une version que nie le reste du clan. Georges va utiliser un peu toujours les mêmes expressions, tantôt en français, tantôt en alsacien, mêlé de yiddish, de vanier. Tout ça, c'est des conneries. Yo, tout ça, c'est des conneries, tout ça, c'est des conneries. Les gendarmes fouillent la maison des suspects. Aucune trace de Jeanne-Marie. Pas de voiture accidentée non plus. Rien qui pourrait confirmer les déclarations du jeune Balthazar. Une semaine après la disparition de Jeanne-Marie, une autre jeune fille se volatilise. Julie Charche, 14 ans. Partie faire du vélo avec son amie Maude en début d'après-midi, elle n'est pas rentrée chez elle. À 18h30, elle n'était pas là. Donc, comme toutes les jeunes, je me suis dit, bon, 5 minutes, c'est pas une catastrophe. On va se mettre à table, ça la fera venir. Donc, à 7h, toujours pas de nouvelles. Là, je téléphone sur le portable de Maude. Et c'est là que Maude me dit, mais on s'est quitté à 5h de l'après-midi. J'ai pris la voiture, je suis allée sur le chemin qu'elle a emprunté. Les voisins, le voisinage, tout le quartier a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour me trouver ma Julie. Même de nuit, je veux dire. Ils ont été dans des endroits les plus sombres pour la chercher, vraiment. Je crois qu'ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient, tout le monde. Jeunes comme plus âgés. Comme à Rhino, les alentours sont immédiatement couverts d'avis de recherche. En fait, on se retrouve avec une semaine de décalage, avec les mêmes personnes en face de nous, qui nous faisaient les mêmes points presse, malheureusement, que la semaine précédente, en nous disant la même chose. Le vélo de Julie est retrouvé 3 jours plus tard sur les hauteurs de Schirmeck, en pleine forêt. Elle n'aurait jamais abandonné son vélo. Et donc, à partir de là, il y avait une intervention extérieure et donc la probabilité d'un enlèvement était beaucoup plus forte. Julie et Jeanne-Marie ont-elles été enlevées par le même homme? Les gendarmes se posent la question, au moment même où le corps d'une femme est retrouvé à Indisheim, un village de la région. Elle est dénudée, porte des traces de strangulation et des blessures au niveau du sexe. La victime s'appelle Edwige Vallée, elle a 38 ans. Plus de 10 jours après la disparition de Jeanne-Marie, les interrogatoires des vanniers ne mènent nulle part. Le nombre d'arrestations est passé de 6 à 20, le nombre de versions aussi. Soit ils se chargent, soit ils essayent de se dédouaner. C'est très compliqué de savoir qui a fait quoi. Certains parlent d'accident, d'autres d'enlèvement ou de viol, mais aucun n'est capable de dire où est le corps de la fillette. Les gendarmes et les juges d'instruction vont partir faire des vues des lieux avec ces vanniers qui vont les balader, il n'y a pas d'autre mot, pendant plusieurs jours, dans la campagne alsacienne, à proximité du Rhin, leur indiquant que des scènes horribles ou franchement insupportables se sont passées à tel ou tel endroit. Le 29 juin dans l'après-midi, le cadavre d'un enfant atrocement mutilé est retrouvé dans un ruisseau. Le corps est en très mauvais état. On découvre assez vite des traces de strangulation. On détermine également que la fillette a dû être violée. Et même pire que ça, que son bas-ventre a été fortement abîmé avec un couteau. Ce corps, c'est celui de la petite Jeanne-Marie. Les mutilations des parties génitales de la fillette font aussitôt penser à celles subies par Edwige Vallée. Un seul et même homme aurait-il tué 2 victimes au profil si différent? Les enquêteurs craignent maintenant le pire pour Julie
14 ans, qui reste introuvable. Grâce à des traces de sang prélevées sur le vélo de l'adolescente, une recherche ADN révèle un nom. Un certain Pierre Baudin. L'homme vit dans une caravane, sur le terrain d'un ferrailleur. Dès le lendemain, les gendarmes interviennent. Ils sont venus de tous les côtés, ils étaient sur les toits, partout. Quand j'ai entendu la terre les mains sur la tête... En garde à vue, Pierre Baudin nie avoir enlevé Julie. D'ailleurs, il ne la connaît même pas. On me dit qu'il a été interpellé de manière un peu violente, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là et qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Pierre Baudin ne convainc personne. Bien connu des services de police, il a 57 ans et une longue carrière de braqueur. Le parcours judiciaire de Pierre Baudin, lui, commence en 69. Et à partir de là, il a pratiquement vécu en prison, d'abord, puis en prison et en HP ensuite. Chaque fois qu'il sortait, au bout de 3 mois, il récidivait. En 1989, Pierre Baudin est de nouveau interpellé après avoir commis 16 hold-up en moins d'1 an. Des témoins racontent que quand il était à la prison, il longeait les murs de la cour de promenade avec son bras comme ça, et il se mettait la main en sang comme ça, en raclant les murs. Mon sentiment à moi, c'est que j'ai affaire à un fou. J'ai conclu qu'on était en présence d'une maladie mentale, psychotique, qui ne permettait pas à l'intéressé de répondre de ses actes, et qui nécessitait non pas la prison, mais l'hospitalisation. Selon les médecins, il est dans un état régressif complet. C'est-à-dire mutique, replié sur lui-même, ne marchant plus et ne contrôlant plus les fonctions naturelles d'élimination. Pierre Baudin végète ainsi pendant 2 ans dans un fauteuil roulant à l'hôpital d'Erstein où il attend son procès pour les hold-up. Le 11 décembre 1992, surprise. Il retrouve miraculeusement l'usage de ses jambes et se fait la belle. La seule chose qu'on pouvait en déduire, c'était qu'il n'était ni mutique ni paralysé. Il fallait bien que je me rende compte que Pierre Baudin m'avait trompé. En cavale, Baudin prend 2 femmes en otage et viole l'une d'elles. Il braque une banque, une armurerie, tire sur 2 policiers en blessant grièvement, avant d'être interpellé 3 jours après son évasion. Pierre Baudin devient alors pour les médias Pierrot le Fou. Serge Bornstein, à l'époque, vous avez vu Pierre Baudin. Comment est l'homme que vous avez rencontré ? C'est un homme qui ne participe pas aisément à l'entretien, qui est lointain, voire méprisant. Visiblement, il est dans la composition de son personnage, un personnage antisocial. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il endort l'interlocuteur, raconte un petit peu sa vie, ses contacts, mais il est toujours la victime. C'est jamais lui. Il ne se vit pas comme un grand prédateur qu'il est en réalité. C'est quelqu'un d'absolument redoutable dans les relations interhumaines. Et toute son énergie, sa puissance est faite pour commettre le mal sous toutes ses formes. Docteur Zaguri, est-ce qu'il est responsable de ces actes, Pierre Baudin ? Il est dans l'instabilité, dans la fuite en avant, dans la toute-puissance, mais ça n'est pas un malade mental psychotique. Il peut éventuellement, à certains moments, présenter des épisodes psychotiques. Relève-t-il de l'hôpital psychiatrique ? Non, parce que sur le plan médico-légal, les actes qu'il a commis ne sont pas seulement l'effet de la maladie mentale. Pour les psychiatres, Pierre Baudin est donc bien responsable de ses actes. En mars 1994,
l'auteur de La cavale infernale comparaît devant les assises de Colmar. On voit un monsieur un peu ventripotent qui arrive, il marche avec une démarche de crabe, tout tremblant. À la barre, Baudin est décrit comme un homme extrêmement dangereux, violent, un braqueur capable de tirer sans hésiter sur des policiers. Dans tous les esprits, une seule question se pose: Pierre Baudin est-il fou? À Erstein, il avait mangé ses excréments. Et donc ça, bien évidemment, c'était un détail, mais qui laissait à penser que vraiment il devait être fou. Mais en même temps, il donnait tellement l'impression de simuler qu'on se disait, rendez-vous compte, il a poussé la simulation jusqu'à ce détail sordide. La cour n'entre pas dans le jeu de Baudin. Il est condamné à 30 ans de réclusion. À l'époque, l'appel n'existe pas. Pierre Le Fou saisit alors la Cour de cassation et parvient à faire annuler le verdict. 2 ans plus tard, il est à nouveau jugé à Strasbourg. À ce moment-là, Pierre Baudin, tout le monde est d'accord, est transformé. Je ne suis pas Pierre Le Fou, un assassin. Pierre Le Fou qui a tiré sur les policiers, les chantards. En l'an, j'ai pas grand. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. J'ai père de famille, je suis pas violeur non plus. C'était la preuve que Colmar, c'était une simulation et que c'était quelqu'un qui était capable de parler des faits qu'on lui reprochait et qui était capable d'argumenter. Et je vais prendre Dieu en témoin et la Vierge Marie. Le nouveau visage de Pierre Baudin ne produit pas l'effet escompté. De 30 ans, sa peine n'est ramenée qu'à 28. Denis Salaz, Pierre Baudin est jugé pour de multiples crimes. Si on ajoute toutes ces peines, ça fait 62 ans de prison et il ne va être condamné qu'à 28 ans. Comment c'est possible ? C'est possible parce que nous avons en France un système, le système du non-cumul des peines, qui fait que en fait, la peine la plus élevée, quand il y a un cumul d'infractions, absorbe la peine la plus faible, ou les peines les plus faibles. Donc ce qu'on applique, c'est la peine la plus élevée quantitativement. Pourquoi la France a-t-elle fait ce choix ? Ce non-cumul des peines, il est ancien. Il date du Code pénal de 1810, donc il a une histoire, si vous voulez. Et notre système judiciaire pense qu'il y a une réinsertion possible au terme de la peine d'emprisonnement. La France, elle croit tellement en la réinsertion que même dans le cas de très lourdes condamnations, un détenu peut bénéficier de remise de peine. Absolument. Un détenu peut bénéficier de réduction de peine d'une manière systématique. C'est quelques mois, 2 mois, 3 mois par an. Et ce n'est jamais un droit acquis. C'est quelque chose qui est réservé à l'appréciation du juge d'application des peines. Et il a également des réductions de peine supplémentaires qui s'ajoutent aux réductions de peine initiales s'il présente des gages de réinsertion sociale lui permettant de préparer sa sortie. Un système de remise de peine dont Pierre Baudin va bénéficier pleinement et légalement. Sur les 28 années dont il a écopé, le condamné n'en purgera même pas la moitié. Pierre Le Fou obtient une libération conditionnelle en mars 2004, après 13 années passées derrière les barreaux. 8 jours après la disparition de Julie, on retrouve son corps et comme celui de Jeanne-Marie, il gît dans un ruisseau. Les 2 jeunes filles ont subi les mêmes mutilations. Il paraît assez vite que la main qui tient le couteau est la même dans le cas de Jeanne-Marie et dans le cas de Julie. Edwige Vallet a elle aussi subi des sévices. Les enquêteurs en sont persuadés, Pierre Baudin a tué 3 fois. L'ADN a parlé pour Julie, mais il n'y a aucun élément pour incriminer Pierre Le Fou pour les 2 autres meurtres. Jusqu'à ce que les langues se délient. Le 19 au matin, la voiture était en panne. Et quand j'arrive auprès du véhicule, j'ai vu un clignotant cassé, une trace noire sur le bas de caisse. Et d'après moi, du sang sur le toit.
Le temps que je vienne ici, la trace de sang était relevée sur la voiture. Grâce à la téléphonie, les gendarmes établissent que Pierre Bodin était à Rinaud, le village de Jeanne-Marie, le jour où la fillette a disparu. La police scientifique s'intéresse alors à la voiture du suspect. C'est à nouveau l'ADN qui va parler, et on va donc trouver des traces de sang de Jeanne-Marie dans la voiture de Pierre Bodin. Et du coup, le lien est fait entre Pierre Bodin et Jeanne-Marie. Un cheveu d'Edwige Vallée est également retrouvé dans le véhicule. Pierre Bodin est désormais mis en examen pour 3 assassinats. L'homme est violent, mais aussi pervers. On savait qu'il s'intéressait de jeunes filles et ci et ça. Il disait, moi je veux une jeune pucelle, comme il disait, une jeune pucelle pour faire ma vie, quoi. Donc j'ai rencontré son codétenu. Depuis que sa propre fille, la propre fille de ce codétenu, a 9 ans, Bodin lui écrit des lettres d'amour. Des révélations qui rendent la libération conditionnelle de Pierrot le Fou encore plus insupportable. Il y a un dysfonctionnement de la justice. On continue à croire que tout le monde est réinsérable. Or, moi, je pense que c'est faux. Et il faut arrêter de sacrifier des vies. Le 10 juillet, 5000 personnes défilent à Colmar pour rendre hommage à Jeanne-Marie, Edwige et Julie. Une pétition est lancée pour un durcissement de la loi sur l'exécution des peines. Devant l'ampleur des réactions, une réunion publique se tient en novembre en présence de 3 procureurs de la République. Une première dans l'histoire judiciaire. Madame Charche, on remet tous les jours en liberté des gens dangereux, car les peines ont un terme, car les peines ont une fin. Quand on nous dit qu'on relâche des gens dangereux tous les jours, on peut pas être satisfait d'une telle réponse. Pendant que le parquet tente d'apaiser la polémique, reste un point à éclaircir. La responsabilité des vanniers dans le meurtre de Jeanne-Marie. Sur les 20 personnes mises en examen, une dizaine est toujours derrière les barreaux. L'enquête des gendarmes révèle alors un nouvel indice. Qu'on aurait trouvé un élément capillaire de Jeanne-Marie sur une couette qu'on aurait trouvée à Artolsheim. La fillette serait donc passée dans la maison des vanniers. Mais cet élément reste fragile. Beaucoup d'autres questions restent en suspens. Sur le scénario des crimes, mais aussi sur la personnalité de l'accusé. Bodin peut-il être innocent comme il le dit? Est-il vraiment le monstre froid que certains ont décrit? Ou est-il simplement Pierrot le Fou? Le cas reste une énigme. Et il est envisageable qu'il y ait quelque chose qui nous échappe pour toujours dans la personnalité de cet homme. Pierre Bodin et le clan des Vanniers sont renvoyés devant la cour d'assises. Un rendez-vous sans illusion pour les familles. Qu'est-ce que j'attends du procès? Il sera condamné à perpétuité. Soit, il ressort dans 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende de ça? Aujourd'hui, plus de 12 ans après les faits, les meurtres de Jeanne-Marie, Julie et Edwige suscitent toujours une très vive émotion dans la région. Et chaque fois que nous réécrivons sur Pierre Bodin, il y a beaucoup de réactions, de courriers, d'émotions. C'est quelque chose qui parle aux gens, parce que ça se passe chez nous, bien entendu, mais aussi en raison de la personnalité étonnante de cet homme et de l'horreur absolue des 3 crimes. Le procès de Pierre Bodin et des Vanniers s'ouvre le 11 avril 2007 devant la cour d'assises du Bas-Rhin. L'enquête était hors norme, le procès l'est aussi.
C'était la première fois de mémoire de magistrat strasbourgeois qu'on faisait 3 mois de procès, un procès fleuve, puisque 17 personnes comparaissaient, Pierre Bodin et 16 membres de 2 familles. Donc ça ne s'est pas du tout fait au palais de justice, ça s'est fait dans une ancienne grande banque, une tour près du centre de Strasbourg, qui a été louée et occupée par ce tribunal un peu exceptionnel. Les 16 vanniers sont accusés de complicité ou de non-dénonciation de crime pour le meurtre de Jeanne-Marie. Pierre Bodin comparait, lui, pour les viols et les meurtres de Jeanne-Marie et de Julie, ainsi que pour le meurtre d'Edwige, des crimes qu'il continue à nier. Son premier geste sera de tendre au président un document dont on apprendra que c'est 35 pages qu'il a rédigé en prison pour expliquer les innombrables raisons qui font qu'il n'a pas commis les 3 crimes qu'on lui reproche. C'est un homme qu'on sent prêt à discuter, plaider et établir son innocence. Maître Moser, Pierre Bodin, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, je dirais ironiquement que Pierre Bodin, c'est un vieux copain. Bon, je veux dire par là que j'ai plaidé précédemment contre cet homme-là. Donc, j'avais déjà vu le personnage, j'avais déjà bien conscience de sa dangerosité et du caractère tout à fait exceptionnel de cette personnalité criminelle vraiment très inquiétante, poliforme. Les indices sont accablants et pourtant il continue à nier pendant sa garde à vue. Il joue à l'innocent, il jure ses grands dieux qu'il n'y est pour rien. Le pauvre diable est victime d'un complot. Il est victime d'un complot, ce complot est imputable aux méchants gendarmes, au méchant avocat que je suis, aux méchants journalistes, victime d'un complot. Pour les familles des victimes, le procès s'annonce éprouvant. Françoise Charche, quelle impression ça vous fait d'entrer dans cette salle d'assises le premier jour? Énormément de stress, ça c'est certain. Pour le reste, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et puis, on vit les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et on tâche de s'adapter. Pierre Bodin fait son entrée dans le box. Il est comment? Il m'est indifférent. Je veux dire, je n'ai pas de haine, je n'ai aucun ressentiment. Vis-à-vis de lui, je ne ressens rien. Vous attendez quelque chose de lui, quand même? De lui, non. Rien. Je n'attends rien. Puisqu'il ne reconnaît pas les faits, donc... Vous pensez à votre fille, j'imagine, tout le long de ce procès? À ma fille, à Jeanne-Marie, à Edwige. Une chose impérative pour moi, c'était d'être là tous les jours. Ça, je ne voulais franchement ne rien rater. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment besoin de tout vivre. Il me fallait être là. Maître Kempf, comment réagissent vos clients, la famille Kegelin, durant le procès? Les Kegelin ont ceci de remarquable qu'ils ont la foi. Et leur foi leur permet effectivement de supporter ce drame. Et je vais vous donner une anecdote que celle-là, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Nous avons eu Monsieur Kegelin qui a dit, en s'adressant à Bodin, qu'il est prêt à pardonner. Il parlait au nom de la famille. Ils étaient prêts à pardonner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pardonner un acte pareil, parce que bon, c'est dans leur foi, c'est logique, mais il dit à Bodin, pour pardonner, il faut qu'il y ait une faute. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Bodin? Je peux vous dire qu'il y a eu un silence, mais de mort. Moi, j'avais les poils qui se dressaient sur les bras, tellement c'était intense. Et vraiment, moi, je me suis dit, ça y est, il va craquer. On le sentait, mais à la limite. Rapidement, au fil du procès, 2 camps se dessinent. Maître Moser, quelles sont les 2 thèses qui s'opposent durant l'audience? Il y a ceux qui pensent que, et j'en faisais partie, ceux qui pensent que Bodin a agi seul et qu'il a réalisé seul les 3 crimes dont il est accusé, et ceux qui pensent qu'il aurait agi avec les vanniers, enfin l'assistance de certains vanniers, au moment du crime sur la personne de la malheureuse enfant Jeanne-Marie Kegelin. Et alors, les gendarmes enquêteurs qui viennent déposer à la barre sont en désaccord entre eux.
Les deux juges d'instruction qui ont mené les investigations sont en désaccord entre eux, et c'est vrai que c'était surréaliste, c'était une espèce de cafouillage, et c'est vrai que cet épisode des Vanier a pu polluer, parasiter le procès principal concernant Pierre Bodin. L'attitude des Vanier au procès ne fait qu'empirer les choses. Ils continuent à dire une chose et son contraire parfois. Certains d'entre eux, ceux qui sont détenus, s'emportent. Il y a des menaces. Il y en a qui seront expulsés et puis qui reviendront un peu calmés. Pierre Bodin, lui, s'obstine à essayer de prouver son innocence. Pierre Bodin passe les 3 mois du procès de 2007 à tenter de démontrer qu'il a plein d'alibis, qu'on ne les a pas pris en compte et qu'il a les preuves. Et il les ramène, les preuves. Et on va passer beaucoup de temps dans le procès à discuter sur tel ticket de caisse d'un marchand de photos. J'étais là. Alors le marchand de photos dit oui, mais c'était la veille. D'un camping quelque part dans les Vosges. Et puis les gens du camping disent oui, on a entendu une voiture, mais c'était le lendemain. C'était pas ce jour-là, etc. Il essaye de construire avec du vrai, du faux. Pierre Bodin nie l'évidence. Et j'imagine que vous essayez de le pousser dans ses retranchements. Moi, j'ai pas cessé d'avoir des échanges, vifs avec Bodin. C'est pas compliqué. S'il pouvait jaillir de son box, me sauter dessus, me découper en morceaux, ce serait le plus heureux des hommes. Lors de ma plaidoirie, je faisais, évoquant sa personnalité, je faisais valoir qu'il est un pédophile qui veut le cacher. À ce moment-là, il a bouché ostensiblement ses oreilles, et puis il s'est mis à hurler pendant ma plaidoirie, et puis le président a fini par l'expulser. Enfin, c'était assez, mouvementé. À l'audience, Pierre Bodin va s'adresser directement aux familles des victimes. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il prend un ton doucereux, suave, et puis il vient leur raconter qu'il s'associe à leur chagrin, qu'il aime les enfants, etc. Oui, il les aime. Il aime les tripoter, passez-moi l'expression, c'est différent. Donc il présente avec une hypocrisie absolument abjecte des condoléances, et vraiment c'était à mon niveau, et au niveau des parties civiles et de la salle tout entière, c'était le dégoût le plus absolu pour ce personnage. L'avocat général réclame pour Pierre Bodin la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 30 ans. Et pour les Vanier, des peines de 3 à 30 ans de réclusion. Le 11 juillet 2007, après 30 heures de délibéré, 30 heures, le verdict tombe. Réclusion criminelle à perpétuité, 30 ans incompressibles pour 3 crimes. Sans surprise, Pierre Bodin est condamné à la peine la plus lourde après 3 mois d'un douloureux procès. C'est une grande première dans les annales de la justice française. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, plus une période de sûreté incompressible. Ça veut dire quoi, incompressible ? Ça veut dire qu'il doit subir au minimum 30 ans de réclusion, et ce n'est que lorsque les 30 ans sont purgés, il peut commencer à espérer des aménagements de peine, des permissions, une libération conditionnelle, etc., etc. Bodin a été incarcéré en 2004. Donc c'est à partir de 2034 qu'il pourra commencer à espérer un adoucissement de sa situation carcérale. Il aura à ce moment-là, en 2034, je crois, 87 ans. Quelle est votre réaction quand vous entendez que Pierre Bodin est condamné à la peine maximale ? C'est pas un soulagement, puisque rien ne pourra soulager. Voilà. Pour moi, c'est normal. Je n'imaginais pas autre chose. C'est suffisant pour vous ? Si on prend le mot perpétuité, de toute façon, il n'y a pas plus. C'est suffisant, largement. Maintenant, en fait réel, je sais très bien, et j'en ai pris conscience avec ces 12 années, que la perpétuité réelle n'existe pas. Pour Jeanne-Marie, Edwige et Julie, la perpétuité, c'est 4 planches. Les familles aussi, avec leur peine, elles ont perpétuité vraiment au sens propre du mot. Pour la famille Kegelin aussi, le verdict a un goût très amer. La complicité des Vanier dans le meurtre de Jeanne-Marie n'a pas été retenue. Les 16 co-accusés sont acquittés. Les 4 Vanier détenus quittent le tribunal libres. Ça a été vraiment un choc, mais là, à nouveau, pas de manifestation bruyante ou dignité, toujours dignité, mais ça a été un choc parce que, bon, ils avaient leurs convictions et leurs conseils aussi que
il y avait quelque chose qui avait dû se passer. Voilà. Pour vous, il y avait un doute sur la culpabilité des Vanier? Je ne pense pas, et j'avais dit au Quégelin à l'époque, que les Vanier aient participé au meurtre. Ça, je ne pense pas. Mais je pense qu'ils avaient vu quelque chose. Voir et ne pas bouger, c'est éventuellement au moins de la non-assistance. Pierre Bodin, lui, écope de la peine maximale. C'est une satisfaction pour les Quégelins? Comment voulez-vous être satisfait? Je veux dire, leur fille, ils l'ont perdu dans des conditions atroces. La condamnation de Bodin ne leur ment pas. Il y a une énorme frustration dans ce dossier, de se dire, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à ma fille. Je sais qu'elle a été enlevée à telle date, je sais qu'elle a été morte à telle date. Pendant tout cet intervalle de temps, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma fille. Et ça, c'est dur pour eux. Pierre Bodin fait immédiatement appel de sa condamnation. L'audience débute en septembre 2008 devant la cour d'assises de Colmar. Cette fois, Pierrot le Fou est seul dans le box des accusés. C'est un procès au cours duquel on ira plus vite sur beaucoup de choses. Notamment les familles, on essaiera de ne pas les faire longuement reparler parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Maître Betcher, vous défendez Pierre Bodin en appel. Comment est-il lorsque vous le rencontrez? Il est à la hauteur de sa réputation, immédiatement, oui. C'est un homme qui est manifestement en situation de déséquilibre perpétuel. Comment on gère un client comme ça? On ne le gère pas. On dit on s'occupe de lui, on va assurer sa défense et il va falloir me servir des éléments du dossier pour essayer de voir si ces cris d'innocence sont susceptibles de trouver résonance dans la lecture du dossier. Vous avez remis en cause les empreintes génétiques qui désignaient Pierre Bodin. Pourquoi? On partait du principe que l'ADN disait tout. Il faut rester extrêmement prudent au regard de l'analyse ou de l'interprétation qu'on peut faire de l'ADN. Et je disais à l'époque que l'ADN se transporte. On peut très bien, si j'ai un chiffon qui est plein de sang de quelqu'un, l'appliquer sur un objet et je peux dire à ce moment-là qu'on retrouve l'ADN de quelqu'un qui n'a jamais touché l'objet en question. Donc, si vous voulez, à certains endroits et à certains moments, il était nécessaire de venir dire stop, on ne peut pas se contenter uniquement de l'ADN. Comme en première instance, Pierre Bodin ne lâche rien, ce qui agace fortement les parties civiles qui n'hésitent pas à le provoquer. Je lui dis, Monsieur Bodin, je dois vous présenter mes excuses. Je vous ai sous-estimé. J'ai pensé initialement que vous étiez un criminel de basse envergure, comme il y en a tellement. Mais vous êtes vraiment, parmi la confrérie des très grands criminels, vous êtes certainement dans la tête du peloton. Et ce sot me regarde avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il me remercie pour les compliments. Il ne fonctionne pas comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à ce qui nous rend honteux, à ce qui nous rend coupables. Il est extrêmement projectif, c'est-à-dire qu'il attribue toujours aux autres ou aux situations l'origine de ce qui lui arrive. Dans son réquisitoire, l'avocat général souligne la dangerosité de l'accusé. Pierre Bodin en liberté, c'est la souffrance et la mort pour d'autres, martèle-t-il. Le 2 octobre 2008, Pierre Bodin écope à nouveau de la plus lourde peine prévue par le code pénal, perpétuité, avec une période de sûreté incompressible de 30 ans. Françoise Charche, que retenez-vous de ce second procès? Qu'il n'a servi à rien. Il n'y avait rien de nouveau par rapport au premier procès, donc je ne comprends même pas qu'on puisse donner suite à une demande d'appel. La loi française est faite ainsi. On devait passer une deuxième fois, on est repassé une deuxième fois. Il aurait fallu le faire 3 fois, on l'aurait fait 3 fois. C'est une épreuve supplémentaire, une douleur supplémentaire? Ah oui, c'est de nouveau réouverture de beaucoup de choses. Comme si on n'avait pas compris la première fois, il en faut une deuxième couche. Heureusement, à la finalité, c'était que la peine était confirmée. Ce second procès n'a pas permis de percer le mystère, entre guillemets, Bodin? Quel mystère? Il n'y a pas de mystère.
Il l'a prouvé, ce qu'il était. Rien qu'à lire son dossier, je pense qu'il est très épais. Il n'a jamais arrêté, il n'arrêtera jamais. C'est sa vie, il est comme ça. À l'issue du procès, Pierre Bodin tente un pourvoi en cassation. Une demande rejetée en 2010, sa peine devient alors définitive. À l'issue de ce terrible parcours judiciaire, les familles des victimes ont tenté de se reconstruire, chacune à sa manière. Après cette affaire, comment s'est reconstruite la famille Kegelin ? Je crois que eux ont subi ce drame, ils l'ont géré avec leur foi, ils sont très soudés au niveau de la famille, et je pense que toutes ces gesticulations, à mon avis, ils ne portent pas beaucoup d'intérêt à M. Bodin. C'est une famille très pratiquante, c'est la foi qui leur a permis de tenir le coup ? Je pense. C'est une famille donc qui est croyante et qui pense qu'effectivement ça devait être le destin de Jeanne-Marie. C'est un court destin, mais c'était son destin. Et là, on peut que constater que par la foi, ils ont réussi à supporter ce drame. De son côté, la mère de Julie a fait le choix de l'engagement associatif. Françoise Scharch, une fois le combat judiciaire terminé, comment vit-on ? Comme toujours. Au fur et à mesure, les jours passent et s'enchaînent. Bon, j'ai la chance d'avoir 3 autres enfants. Ils vont avancer le mieux possible, sans que cette histoire ne pèse sur eux de trop. Ça, pour moi, c'était important. Il ne faut pas que ça les empêche de vivre. Et en parallèle, il y a l'association Fondation Julie qui a été créée en 2004, qui m'aide aussi un petit peu dans le fait de pouvoir essayer de faire quelque chose pour Julie encore. Comment allez-vous aujourd'hui ? On va dire qu'on va bien. Je suppose qu'il y a des cas bien plus compliqués que le nôtre, notamment quand on n'a pas retrouvé l'enfant. Une chose qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, c'est le capitaine Fougera qui m'avait dit « on vous la retrouvera ». Et j'avais pas du tout compris l'importance de ces paroles-là. Et effectivement, c'était très important de la retrouver, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, mettre des noms, mettre des dates, de pas avoir de zone d'ombre. Il y a pas de zone d'ombre, donc ça c'est très important. Et c'est ce qui nous a permis de continuer, je pense. Votre association, la Fondation Julie, quel est son but ? L'objectif, ce serait d'améliorer le système judiciaire, mais bon. Qu'est-ce que vous demandez à la société pour éviter de tels drames ? Les revendications de l'association, ce ne sont que dans les cas d'atteinte grave à la personne. Meurtre, assassinat, viol. Et ce genre d'acte ne semble être fait que par des personnes qu'on va qualifier de dangereuses. Et donc cette dangerosité, on aimerait qu'elle soit reconnue et qu'elle fasse partie des critères quand il est question d'une libération. Par le biais de votre association, vous essayez d'interpeller les pouvoirs publics. Vous vous sentez écouté ? Écouter toujours. Entendu, ça c'est autre chose. On nous a jamais fermé de porte. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après ? Il n'y a rien. Dans bien des domaines, des enseignements ont pourtant été tirés de l'affaire Bodin, à commencer par la gestion des enlèvements d'enfants. On sait que c'est dans les premières heures qu'on peut éviter un drame. Ça vient aussi notamment de l'affaire Bodin. Dans les premières heures après l'enlèvement de la petite Jeanne-Marie, tout le monde a couru à pas à droite à gauche, mais on n'avait pas ces procédures très strictes, alerte enlèvement, qui maintenant auraient permis d'éviter certaines des maladresses ou des approximations, notamment par rapport aux 2 familles de Vanier, qui ont beaucoup compliqué l'affaire Bodin. Un enfant a été enlevé. Le protocole alerte enlèvement a été mis en place à partir de 2006 en France. Le dispositif permet de communiquer rapidement et largement en cas de rapt d'enfants. Les expertises scientifiques des scènes de crime ont également évolué. Le seul lien tangible qu'il y avait entre les 2 familles de Yéniche et l'affaire
Jeanne-Marie en l'occurrence, c'était un petit poil sur une couette qui aurait pu appartenir éventuellement à la fillette. Mais c'est ce qu'on appelle un ADN mitochondrial, donc un ADN des petites centrales à énergie qui sont autour de la cellule et que partagent 6 à 7 personnes sur 1000. Or, on sait maintenant que cette simple probabilité est un leurre. Aujourd'hui, plusieurs laboratoires ont décidé d'arrêter d'utiliser l'ADN mitochondrial au profit de l'ADN nucléaire. Ce dernier garantit l'identification formelle d'une personne, à l'exception des vrais jumeaux. Des changements encore plus importants sont intervenus dans le domaine législatif. Denis Salas, en décembre 2005, soit un peu plus d'un an après les 3 meurtres commis par Pierre Baudin, est entrée en vigueur une loi sur la récidive. Que contient ce texte ? Ce texte contient principalement 2 choses. D'une part, il réorganise les fichiers, notamment en matière d'empreintes génétiques, pour identifier les auteurs d'agressions sexuelles. Et surtout, le bracelet électronique mobile qui permet, par géolocalisation, de contrôler l'ensemble des allées et venues du condamné, où qu'il se trouve. Et évidemment, si le condamné s'approche d'une école alors qu'il a été condamné pour pédophilie, l'alarme va se produire et il va être immédiatement identifié et il sera éventuellement interpellé. En 2007, Rachida Dati, ministre de la Justice, s'empresse de mettre en place les peines planchées. La peine planchée doit sévir contre la récidive. Donc, il faut absolument que l'individu soit en état de récidive, cet état de récidive soit constaté par le parquet et soit demandé une peine planchée au-dessous de laquelle le juge ne peut pas descendre. Par exemple, 2 ans pour une récidive où il encourt 5 ans. En 2007, toujours, nouveau texte de loi qui instaure la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, c'est la possibilité pour une cour d'assises, en l'occurrence, de prononcer une peine après la peine. C'est-à-dire, vous avez un individu qui est condamné à une peine d'un certain nombre d'années, on estimera qu'il est dangereux pour la société, on ne voudra pas le laisser sortir, et donc il devra purger, après sa peine, une autre peine qu'on appelle la rétention de sûreté, c'est sans limite. Sans limite. Des textes toujours plus durs, mais est-ce que ces mesures sont efficaces ? Pourquoi notre opinion publique, notre société, pense que seule la prison est efficace pour endiguer le crime ? Un bracelet électronique qui garantit effectivement une possibilité de travailler, d'indemniser les victimes et une vie sociale est infiniment plus efficace que la prison sèche. Je dirais, imaginons un système pénal où la prison a une place, mais n'a pas une place prédominante, et où d'autres peines, notamment en milieu ouvert, peuvent effectivement, elles, jouer un rôle aussi important, aussi efficace que celle que joue l'incarcération aujourd'hui. En 2014, sous la présidence de François Hollande, les peines planchées sont supprimées. Des mesures favorisant la réinsertion sont adoptées. Malgré l'arsenal de textes de loi déployés, impossible de dire qu'une affaire Baudin ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. Le risque zéro n'existe pas. Nombreux sont les experts psychologues à souligner le danger de créer des mesures de privation de liberté trop excessives. Il y a effectivement une évolution dans la demande de la société à l'égard de la psychiatrie qui va du discernement du sujet au moment des faits, c'est-à-dire de sa responsabilité vers sa dangerosité, de la psychiatrie vers la criminologie, et on se désintéresse dans une certaine mesure du degré de liberté qui était celle du sujet au moment des faits, pour mettre l'accent, si vous voulez, sur que va-t-il devenir et quel danger sera-t-il susceptible de présenter pour la société. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au pronostic qu'au diagnostic. Or, un pronostic n'est jamais certain. Je crois qu'on peut avoir une représentation assez précise du degré de dangerosité d'une personne à un moment donné, c'est-à-dire à court terme, parfois à moyen terme, à long terme, non. Après avoir tenté en vain d'obtenir une révision de son procès,
Pierre Bodin engage un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle était la question posée à la Cour européenne des droits de l'homme avec ce recours ? L'idée consistait à dire que Pierre Bodin était victime d'un traitement inhumain et dégradant. La Cour européenne des droits de l'homme a statué sur ce cas et a estimé que la France, malgré la perpétuité dite incompressible, malgré la période de sûreté qui, dans la période de la peine, interdit tout aménagement de peine, la France maintient au bout de cette longue peine une possibilité de faire réexaminer sa situation et donc elle respecte en quelque sorte la dignité de la personne humaine. Ces peines sont donc légales, mais sont-elles selon vous efficaces et justes ? Il faut être réaliste. Un individu qui passe des années, des dizaines d'années en prison, privation des liens familiaux, destruction d'environnement social, délabrement sanitaire aussi, soyons aussi concrets, dans quel état va-t-il sortir ? J'ai visité moi-même des maisons d'arrêt, des centres de détention, des quartiers entiers d'individus condamnés à des longues peines qui sont en fauteuil roulant. Donc il faut bien voir concrètement, si vous voulez, ce qu'est une longue peine. Au bout de ce très long parcours, sont des handicapés mentaux et physiques que l'on produit. Donc il y a là, si vous voulez, un regard à porter sur la déshumanisation que produit l'incarcération de longue durée, qui rend raisonnablement impossible une réinsertion réussie. Docteur Bornstein, est-ce que la perpétuité incompressible est utile ? Je pense que c'est à éviter au maximum. Et c'est quelque chose de très éprouvant que quelqu'un finisse ses jours en milieu fermé, quoi. C'est une pré-mort en quelque sorte. C'est nier le souffle de la vie, quoi. Si on met un petit peu de philosophie là-dedans, d'enfermer quelqu'un comme une bête jusqu'à son trépas, ça me paraît... ne plus croire en l'homme ? Oui, exactement, de ne plus croire en homme. Vous avez dit les mots exacts, de ne plus croire en homme. Et c'est un échec. En France, depuis Pierre Bodin en 2008, 2 hommes seulement ont été condamnés à la perpétuité incompressible. Michel Fourniret et Nicolas Blondiot. Une peine qui divise encore aujourd'hui notre société. Avec cette question en filigrane, quelle est la sanction juste pour ceux qui commettent l'abominable ?